sénégalaise. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Khan. Pendant des années, vous avez été le représentant permanent du Sénégal aux Nations Unies. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la diplomatie sénégalaise. Comment avez-vous personnellement vécu cette 80e session? Merci beaucoup, M. Khan, pour cette question. C'est un double sentiment que j'éprouve, un sentiment d'humilité, mais aussi un sentiment de responsabilité, dans la mesure où je suis appelé à mettre en musique la politique étrangère du Sénégal. Comme vous le savez, la politique étrangère est définie par le chef de l'État qui donne des instructions. D'ailleurs, à l'occasion de chaque session de l'Assemblée générale, des instructions du chef de l'État parviennent au poste pour définir toutes les positions que le Sénégal doit adopter sur les questions qui sont abordées au niveau de l'Assemblée générale, mais aussi au niveau des commissions, des 6 commissions de l'Assemblée générale. Et le rôle du ministre des Affaires étrangères, donc, c'est de mettre en exécution donc, cette politique étrangère. Donc, le ministre est quelque part celui qui est chargé de mettre en musique donc, cette politique étrangère. Et c'est dans ce rôle-là que je me trouve. Et c'est dans cet esprit, en tout cas, de collaboration avec mes collaborateurs, aussi bien ceux de la portion centrale que ceux qui sont au niveau des postes diplomatiques, que j'entends en tout cas engager cette action qui est de conduire la diplomatie sénégalaise. À la tribune des Nations Unies, c'est un discours de vérité que le président Bassirou Diomaye Faye a tenu à l'endroit de la communauté internationale. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette prise de parole? Voilà, j'ai été très marqué par la pertinence, disons, des thématiques qui ont été engagées par le président. Et ce sont des thématiques qui recouvrent l'essentiel des préoccupations qui agitent le monde. Le président de la République a livré, à mon avis, un discours qui est fort, qui est structuré. Et moi, je distinguerai 4 axes principaux dans son allocution. Le premier point qu'il a eu à développer, c'est de rappeler le rôle fondateur de l'ONU et de faire un diagnostic d'un monde en crise. Il a tenu à rendre hommage aux pères fondateurs, mais aussi à mentionner les acquis indéniables qui ont été obtenus par l'ONU en matière de paix, en matière de sécurité collective et en matière des droits humains. Il a aussi, dans ce premier point, fait le constat d'un monde marqué par la résurgence des conflits, le terrorisme, le dérèglement climatique, la crise économique, l'affaiblissement du multilatéralisme et la relance de la course aux armements. Donc c'est cette notion de polycrise, n'est-ce pas, qu'il a abordée. Et après cela aussi, toujours dans ce premier point, il a aussi dénoncé un ordre international qui est marqué par les 2 poids, 2 mesures. Nous voyons le règne du cynisme, n'est-ce pas, dans les relations entre le Nord et le Sud. Et nous voyons aussi que la loi du plus fort est de plus en plus affirmée. Le deuxième point que je verrai, n'est-ce pas, comme étant le marqueur de son discours, c'est qu'il a donné une attention particulière sur l'Afrique. L'Afrique au cœur des préoccupations sécuritaires. Il a par exemple parlé de la vulnérabilité du continent face au terrorisme, notamment au Sahel. Il a aussi évoqué les instabilités politiques qui sévissent sur le continent. Il a aussi parlé de l'approche intégrée qui est fondée sur la prévention, sur la résilience et sur les réponses ciblées qu'il conviendrait d'adopter. Il a fait un plaidoyer très fort pour un financement pérenne et robuste des opérations de maintien de la paix en Afrique, en parlant de la nécessité d'avoir des équipements adaptés, mais aussi des mandats qui sont adaptés. Bon, le troisième point fort, n'est-ce pas, de son discours, c'est quand il parle des questions de justice internationale, tel que cela a été mis en relief par la Palestine. Il a beaucoup parlé de la Palestine, de la tragédie humanitaire à Gaza, en parlant aussi de la condamnation ferme, n'est-ce pas, de ce drame, et de la réaffirmation du rôle, n'est-ce pas, du Sénégal comme le président du comité pour les droits inaliénables du peuple palestinien. Donc le Sénégal a, depuis 1975, présidé ce comité, et chaque année, le mandat du comité est renouvelé. Et ce comité a toujours prôné la création d'un État palestinien viable et indépendant comme condition d'une paix durable. Et là, ce qu'on note d'ailleurs, c'est que de plus en plus, nous voyons un soutien de plus en plus fort
n'est-ce pas, des pays qui auparavant étaient réticents, mais qui maintenant qui sont pour reconnaître la Palestine comme étant un membre à part entière des Nations Unies. Donc nous voyons que le plaidoyer est en train de marcher, mais la gravité de la situation en Palestine fait que nous devons toujours continuer à nous mobiliser pour faire en sorte que les droits des Palestiniens soient sauvegardés. Enfin, il y a cette question aussi du multilatéralisme qui a été évoquée par le président, la nécessité de le revitaliser par la solidarité active, par le respect du droit international et par le renforcement des institutions. Dans ce cadre-là aussi, il y a la réforme du Conseil de sécurité qui a été évoquée pour une représentation, n'est-ce pas, de l'Afrique, avec l'octroi de 2 sièges comme membres permanents et de 2 sièges comme membres non permanents, mais aussi la réforme aussi des institutions de Bretton Woods, où nous voyons une iniquité qui perdure depuis la création de ces institutions-là. Donc il s'avère qu'il est important maintenant qu'on ait une réforme de la gouvernance économique en faisant en sorte qu'on ait un cadre fiscal qui est beaucoup plus juste, qu'il y ait une meilleure gestion de la dette et qu'il y ait un accès équitable au financement du développement durable. Il est aussi important qu'on ait aussi une meilleure représentation de l'Afrique dans les instances de décision de ces organisations. Parce que tant qu'on n'a pas une représentation correcte de l'Afrique et des pays en développement général, c'est sûr et certain que leurs intérêts ne seront pas bien pris en compte. Donc, il y a aussi un autre thème, je pense, qu'on peut retenir dans le discours du président, c'est cette dénonciation de la double peine pour ce qui est de la crise climatique. L'Afrique est en train de payer un lourd tribut et pourtant on n'a pas ce qu'il faut pour assurer, n'est-ce pas, une transition énergétique juste. On n'a pas de financement, n'est-ce pas, on n'a pas de transfert de technologie pour permettre à l'Afrique de relever la tête face à la crise climatique. Donc, en conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que le président, en faisant son plaidoyer, n'a pas seulement fait le constat d'un ordre qui est épuisé, mais il a fait souhaiter le point de départ d'une organisation qui est rénovée, qui est plus juste, qui est plus représentative et qui est au service des peuples du monde. Et je pense que le Sénégal a encore montré, encore une fois, sa disponibilité à jouer un rôle moteur dans ce renouveau, et en souhaitant la construction de ponts, mais aussi en souhaitant la mise en œuvre, l'adoption et la mise en œuvre des réformes nécessaires pour changer le monde. La paix, la justice, les droits de l'homme ou encore la solidarité internationale, les défis sont persistants. L'organisation a-t-elle aujourd'hui les moyens de ses ambitions? Voilà, mais vous savez que l'organisation ne peut performer que si ses membres prennent conscience de leurs responsabilités, prennent conscience du fait que nous avons un sort qui est commun et que nous sommes comme dans un bateau dans la mer. Si le bateau sombre, c'est tout le monde qui sombre. Je pense qu'il y a ce discours de sensibilisation que, en tout cas, nous devons continuer à mener, même si quelquefois on a affaire à des cyniques qui pensent que rien de grave ne se produit. Et par exemple, nous avons des climato-pessimistes ou bien des climato-négationnistes, n'est-ce pas, qui refusent de voir la réalité en face. Et je pense qu'il est important que les débats qu'on mène ici à l'AG, aux Nations Unies en général, que ça soit des débats ouverts pour ouvrir les yeux, en tout cas, de tout le monde, et surtout essayer de convaincre ceux qui sont sceptiques ou ceux qui refusent de voir la réalité, ceux qui sont dans le nihilisme, de se rendre compte que les défis sont là, que le danger est guette et qu'il faut agir. Je pense que c'est dans ce processus-là, dans cet esprit-là, que les choses peuvent changer. Il ne faut jamais désespérer, n'est-ce pas, disons, de ce que des échanges à ce niveau-là peuvent apporter. Je pense qu'il est important qu'on continue à dialoguer et à parler, quelles que soient les réticences des uns et des autres. Sur la gouvernance économique et financière mondiale, le financement du développement durable, les changements climatiques, quelle approche faut-il aujourd'hui aux Nations Unies pour davantage de consensus? Voilà, moi je pense qu'il est important d'abord que les pays du Sud puissent vraiment, dans un élan unitaire,
développe un plaidoyer qui soit un plaidoyer fort et qui doit un plaidoyer très engagé. Et je pense que s'ils le font, ceux du Nord, en tout cas, les pays du Nord seraient beaucoup plus, en tout cas, disposés à les écouter. Je pense qu'il est important que l'Afrique et les pays en développement, en tout cas, continuent à pousser pour que les institutions de Bretton Woods, comme je le disais tout à l'heure, en tout cas, acceptent leur rôle, parce qu'eux, ils ne sont pas là seulement pour les pays qui sont les plus nantis, ils sont là pour favoriser le développement, donc faire en sorte que ces institutions-là entendent raison et acceptent, n'est-ce pas, que l'Afrique et les pays en développement aient une part beaucoup plus grande dans la gestion et dans le management, n'est-ce pas, de ces organisations-là. Je pense que c'est extrêmement important qu'on ait cette approche-là. Je pense qu'à partir de là, maintenant, continuer à avoir un travail de sensibilisation. Il faut un plaidoyer à mener. Et comme je l'ai dit aussi, ce plaidoyer, il faut l'organiser. La voix du Sénégal était attendue sur la question palestinienne qui a fait l'objet de débats avec une proposition de solution à 2 États. Avez-vous espoir que ce vœu puisse un jour se réaliser? Bon, moi, ma conviction est que la justice finira toujours par prévaloir, que la raison finira toujours par prévaloir. Il est bien vrai que depuis quelques années, nous vivons des moments de folie. Nous voyons Israël agir en toute impunité. Et la libération du peuple palestinien, pour moi, est inscrite dans l'histoire. Ça peut être difficile, mais ça va se passer. Nous avons vu des situations dans l'histoire où on a vu des peuples qui étaient brimés, en commençant même par le peuple israélien, par la nation juive qui a été persécutée à un moment donné, mais qui a fini par se libérer. Et maintenant, comme vous le savez, c'est tout à fait ironique que cette même nation, incarnée bien sûr par l'État israélien, soit atteinte d'amnésie et applique à un autre peuple le sort qui lui était réservé auparavant. Mais je suis persuadé que tôt ou tard, mais il faut souhaiter que ça soit beaucoup plus tôt que tard, en tout cas que cette crise va prendre fin, et je pense que c'est inéluctable. La diplomatie économique a été très présente lors de ce séjour du président Bassirou Diomaye Faye à New York, des audiences avec des dirigeants d'institutions et des investisseurs. Comment justifier cette sollicitation du chef de l'État? Moi, j'ai eu à remarquer lors des audiences que le chef de l'État a accordées à divers chefs d'État et de gouvernement et à d'autres personnalités, un engouement pour le Sénégal. Je pense que l'engouement, c'est les projets qui ont été présentés, surtout le presse qui a été présenté, n'est-ce pas, à nos interlocuteurs. Et nous sentons vraiment une volonté, en tout cas, d'intervenir. Les gens, ceux qui ont été approchés, en tout cas, trouvent que le pays est attractif. On louait la stabilité du Sénégal. On louait aussi la résilience. Hein, ils ont été aussi impressionnés par ce facteur-là, que malgré les difficultés, il y a une résilience qui est là, il y a une disponibilité, en tout cas, qui a été affichée pour accueillir les investisseurs. Et cela est tout à fait encourageant. Je pense que, d'ailleurs, on a évoqué le forum qui doit se passer à Dakar le 7 et 8 octobre. Et j'ai vu que beaucoup déjà, même en étant informés assez tardivement, ont manifesté leur volonté ferme d'y prendre part. Je pense que c'est une occasion, en tout cas pour notre pays, n'est-ce pas, d'élargir l'assiette, n'est-ce pas, des investissements, et puis d'élargir aussi ses partenaires. Et tout porte à croire que nous voyons déjà un mouvement qui est en train de se développer, où le pays, en tout cas, a marqué des points dans son attractivité. Le chef de l'État a eu un agenda diplomatique très chargé. Aujourd'hui, quel bilan tirez-vous de sa participation à cette Assemblée générale? Voilà. Le bilan est un bilan qui est, je pense, très élogieux. D'abord, je commencerai par son discours devant la tribune des Nations Unies, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que son appel a été bien perçu, un appel pour un monde qui est beaucoup plus équilibré, un monde où on respecte tout le monde, où le respect mutuel, n'est-ce pas, est observé,
où il n'y a pas disons, de civilisation placée au-dessus d'une autre, où l'équité aussi a été disons, soulignée. Je pense que de ce point de vue-là, c'est un discours qui a eu un impact. Et l'autre chose, c'est que, en terminant d'ailleurs par la question que vous avez posée dernièrement, c'est, disons, le fort appel qui a été lancé à nos partenaires pour venir investir, n'est-ce pas, au Sénégal, et l'enthousiasme que moi, personnellement, j'ai noté de la part de ces chefs d'État et de gouvernement, en tout cas à voir le secteur privé intervenir, à voir des partenariats noués entre le secteur privé sénégalais et le secteur privé de leur pays. Donc globalement, c'est vraiment avec un sentiment de fierté que je reçois, que j'ai perçu, que j'ai vécu cette session. Pour en revenir à votre département, quelle touche comptez-vous apporter à ce ministère stratégique? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis dans ce ministère pour être le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre de la politique étrangère définie par le chef de l'État. Et je compte le faire avec la technicité, n'est-ce pas, des membres de ce éminent ministère, les ambassadeurs, les diplomates, n'est-ce pas, sénégalais sont réputés pour leur expertise, sont réputés pour leur professionnalisme. Et mon ambition est de faire en sorte que nous fassions tout pour que le Sénégal garde son rang. On est une puissance diplomatique et je suis très bien placé pour le faire, ayant été ici pendant 7 ans, ayant interagi avec mes collègues d'autres pays, et je sais que ces pays, en tout cas considèrent le Sénégal comme étant un modèle. D'ailleurs, dans beaucoup de processus, le Sénégal a toujours été pris comme étant une source d'inspiration pour d'autres pays, que ce soit dans les décisions à prendre au niveau de l'AG, au niveau des autres institutions des Nations Unies. Donc il faut que le Sénégal garde son rang, et il faut aussi qu'on essaie aussi, n'est-ce pas, dans le domaine beaucoup plus pratique, qu'on essaie de faire en sorte que cette diplomatie-là serve à quelque chose, que la diplomatie économique soit renforcée, qu'elle soit beaucoup plus fructueuse, qu'on ne fasse pas seulement une diplomatie de représentation, mais une diplomatie qui a, n'est-ce pas, des avantages économiques, commerciaux certains pour notre pays. C'est une tâche qui a été confiée aux diplomates, et il faut que nous réussissions cette tâche ensemble. Et comme je l'ai dit, une hirondelle ne fait pas le printemps, donc il faut que toutes les hirondelles, n'est-ce pas, de ce dispositif du ministère des Affaires étrangères, en tout cas se mobilisent pour donner un beau printemps. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir accordé votre première sortie médiatique. Je vous remercie, M. Khan, pour l'opportunité, et j'espère pouvoir vous retrouver prochainement pour développer en tout cas d'autres thèmes qui sont importants pour notre diplomatie. Je rappelle que nous recevions l'ambassadeur Cheikh Niang, ministre de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la RTS. Chers investisseurs, votez à l'Assemblée nationale ce jeudi 18 septembre, le nouveau Code des investissements constitue une avancée majeure pour l'environnement des affaires au Sénégal, offrant des avantages clairs et sécurisés aux investisseurs nationaux et internationaux. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui les principales innovations du Code. Élargissement des secteurs éligibles et baisse des seuils d'investissement, services de facilitation intégrés directement dans le dispositif, réduction des délais décisionnels, notamment avec un traitement des dossiers